messieurs, imaginons-nous un instant la fin de la pandémie de Covid-19 en République démocratique du Congo. Que deviendra la vie des Congolais? Gouverner, c'est prévoir. Dans ce numéro de Stop Covid, avec mon invité Alain Bolonjoa, nous allons tenter de faire des projections partant de l'actuelle situation socio-économique. Alain Bolonjoa, coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition, bienvenue. Merci en tout cas, madame, pour l'invitation. La question du jour vous intéresse parce que dans votre NCPO, vous abordez cette thématique déjà. Exactement, exactement, et dans plusieurs de ces volets. Nous avons le souci de réfléchir sur la nouvelle gouvernance. Premièrement, on ne peut pas atteindre le développement sans atteindre la croissance. On ne peut pas atteindre la croissance sans investissement. On ne peut pas investir alors que la population est secouée par la maladie. Parce que notre souci, c'est que tout le monde soit bien portant et que nous arrivons effectivement à mettre en valeur les atouts que regorge notre pays. Et pour nous, toutes les actions sont centrées essentiellement sur l'homme, c'est-à-dire que l'homme est l'acteur et la finalité de l'action gouvernementale. Voilà pourquoi nous insistons sur l'économie de la santé. Sur l'économie de la santé, évidemment, en République démocratique du Congo, à voir la situation de l'heure, on s'est dit qu'il y a tout à refaire, sinon à faire. Et effectivement, parce que nous avons constaté que cette maladie, c'est vrai que ça a plus de mauvais côtés, mais ça nous permet aussi de mettre en cause, ou sinon de nous questionner sur le fonctionnement des institutions, sur la finalité des actions étatiques. Parce qu'il vous souviendra que dans notre pays, nous avons connu beaucoup de phases, et aujourd'hui que nous faisons face à cette maladie, ça vient de mettre à nu les lacunes chroniques. Parce qu'il faut reconnaître que notre économie n'est pas le fruit du Congolais, ça a été pensé et réfléchi par les cerveaux ou sinon par la communauté internationale. En 1885, lorsqu'on a eu à fractionner ou sinon à se partager l'Afrique, on a créé un État appelé État indépendant du Congo. Et cet État indépendant du Congo avait pour mission de soutenir les économies de grandes puissances. Il suffit seulement de lire l'acte de Berlin dans son article 2 pour se rendre compte que nous étions là où les autres venaient pour piocher, pour prendre des ressources, à les transformer et soutenir leurs économies. Après que nous ayons atteint la maturité, après que nous ayons accédé à l'indépendance, à la souveraineté tant nationale qu'internationale, eh bien, nous devions repenser sur le fonctionnement de l'État. Aujourd'hui que nous sommes secoués par cette maladie, on se rend compte qu'il y a beaucoup de lacunes, il y a beaucoup de faiblesses. D'abord par rapport à la répartition géographique des centres de santé ou des hôpitaux. Ça pose des sérieux problèmes en termes des équipements. Le ratio médecin, la répartition géographique des médecins, ça pose beaucoup de problèmes. En termes de la capacité, la résilience même de ménages pour faire face à ces genres d'épidémies. Nous avons senti qu'il y a beaucoup de problèmes. Lorsque l'État, ou sinon le gouvernement, avait pris l'initiative de confiner ou sinon de mettre en quarantaine la ville de Kinshasa, il s'est posé beaucoup de problèmes. Et vous allez vous rendre compte que dans tous ces problèmes, on met en évidence les faiblesses sur le plan économique et sur le plan financier. Alors que nous avons des atouts. Nous avons un pays qui est potentiellement riche. Mais comment ça se fait que notre pays n'a pas été en mesure de mettre en quarantaine ou sinon de confiner toute la ville? C'est justement parce que l'économie n'était pas préparée. Notre économie est potentiellement riche, mais nos richesses, notre économie est plus concentrée sur des minerais. Or, au point où nous en sommes, qui va acheter quoi chez qui? Parce qu'en ce moment, on se concentre sur ce qui est santé. On ne veut pas investir dans l'économie pour l'heure. Que deviendrons-nous dans ce contexte-ci où nous n'avons pas pensé à diversifier notre économie? Pour madame, nous avons connu beaucoup de problèmes. Le plus grand problème aujourd'hui, c'est la capacité de l'État à mettre en valeur ou sinon à exploiter ses atouts. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Alors que si nous faisons des calculs grossiers par rapport à notre capacité de production, je prends le cas ici de maïs. Pour 1 hectare, on peut produire 5 tonnes. Pour 1 hectare. Supposons que nous exploitions 1 million d'hectares. On aurait 5 millions de tonnes. 5 millions de tonnes représentent 5 milliards de kilos.
Et lorsqu'on va faire des calculs, on va se rendre compte qu'il y a possibilité de produire 200 millions de sacs de maïs de 25 kilos. Et donc le Katanga notamment ne pleurerait plus Non, mais dans ce effectivement, cas-là. c'est justement, c'est ça en fait. C'est-à-dire que je voudrais que la classe politique et surtout la classe dirigeante puisse se ressaisir et constater qu'effectivement, le coronavirus était pour nous comme une forme de microscope pour constater que le pays ne fonctionnait pas normalement. Toutes les économies ont fermé. Nous vivons grâce à l'importation. Et cette importation nous conditionne d'avoir les devises. Et lorsque nous cherchons à avoir des devises, ça joue sur la valeur de notre monnaie. Mais aujourd'hui que nous sommes secoués, il ne faut pas seulement prendre cette crise dans son aspect sanitaire. Il faut aussi voir les répercussions ou sinon l'incidence de cette crise par rapport au fonctionnement des institutions. Nous avons besoin de 135 millions de dollars. Oui, le comité multisectoriel de riposte Exact. a demandé ce montant. Or, aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité. C'est justement parce que nous n'avons pas d'épargne. L'État congolais n'a pas su mettre en valeur ses ressources. Nous n'avons pas suffisamment de moyens pour soutenir cette action. Or, la vie de notre nation en dépend. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous devons nous ressaisir et repenser l'État. On doit refaire, on doit revoir notre économie. Parce que si la pauvreté ou la paupérisation de la population profitait à la classe politique, on se rend compte aujourd'hui avoir une population pauvre expose aussi le fonctionnement des institutions. Tout est paralysé. L'État est dans l'incapacité de soutenir même un projet qui demande 135 millions. Alors que si on avait mis le Congolais en position d'opérer leur croissance économique individuelle, si on avait poussé le Congolais à créer des richesses, aujourd'hui, on allait voir que la population n'allait pas souffrir des carences, des maïs et des autres éléments, parce que plus de 70% de la population vit dans le milieu rural, là où on doit opérer, ou sinon là où on doit faire l'agriculture. Je crois que c'est le moment pour nous de revoir notre manière de gouverner. Plus de 70% dans les milieux ruraux, mais qui ne produit rien du tout. On l'a encore vécu lors de cette pandémie, lors de la crise. Il a fallu mettre de l'argent ensemble, des devises, vous le disiez tantôt, pour recourir à l'importation. Parce que le Congo est incapable de se prendre en charge du point de vue alimentaire. Chez lui, il faut aller voir ailleurs. Il a peut-être fallu aussi un peu de bonne foi ou de volonté de participation des forces armées de la République finalement pour ne serait-ce que évacuer les récoltes des provinces vers la capitale. Comment on fait? Parce qu'on n'allait pas cultiver en 2 semaines pour que le soir on puisse avoir de quoi manger. Non, mais effectivement, c'est justement parce qu'on n'a pas bien cerné le problème. Madame, on peut atteindre la croissance économique sans qu'il y ait l'amélioration des conditions de vie. Parce que si vous prenez depuis l'année 2002, on a connu une croissance économique. On est passé d'un taux de croissance négatif vers un taux de croissance positif. Ça permet à ce que l'État puisse créer des richesses. Mais fort malheureusement, ces richesses ont été créées dans quel secteur? Dans le secteur minier, où il y a moins de Congolais. C'est plus de capitaux étrangers qui ont investi dans ces secteurs. C'est-à-dire que nous avons accompagné les développements des autres pays. Ce que nous produisons, ce n'est pas ce que nous consommons. Et ce que nous consommons, ce n'est pas ce que nous produisons. Nous produisons le cuivre, mais nous consommons les robinets. Nous consommons les objets d'art, qui viennent d'ailleurs. Et d'ailleurs, nous vendons à quel prix? Aujourd'hui, ce n'est pas à nous de fixer les prix, malheureusement. Fort malheureusement, ni dans l'achat, ni dans la vente. Or, ce que nous consommons chaque jour, ce sont des produits agricoles ou le produit dérivé de l'agriculture. Le problème, c'est que l'agriculture ne doit pas se faire de manière désorganisée, de manière désarticulée. Pour que nous arrivions effectivement à avoir la possibilité de renforcer notre capacité productrice, ce que nous devons faire, c'est d'abord avoir un plan de développement. Si nous avons un plan de développement, ça va nous servir de gouvernail, ça va nous servir de boussole. Et dans ces plans de développement, nous devons élaborer des politiques économiques. Et ces politiques économiques doivent avoir des politiques sectorielles qui doivent se greffer sur cette économie. Parce que l'économie, c'est un système qui doit travailler en synergie, en harmonie, partant de la production jusqu'à la consommation, en passant par la distribution.
Le problème au Congo, il y a des gens qui produisent. Parce que moi, j'ai fait le tour du Congo, dans le cadre de mes recherches, j'ai vu que dans toutes les provinces, il y a une forte capacité productrice. Mais le problème, c'est quoi? Il y a la désarticulation. Il n'y a pas la systémisation voilà. de l'économie parce qu'il y a des cassures. Ceux qui produisent les intrants, c'est l'étranger. Ce qui veut dire qu'il faut impérativement avoir des devises pour avoir des intrants. Dès que ça arrive, l'accessibilité à ces intrants pose problème à ceux qui en ont besoin. Et lorsqu'ils produisent, ils ont des difficultés parce que déjà, nous faisons face à la concurrence. Il faut produire en tenant compte de ce que nous appelons la norme ISO. Pour que vos produits passent vos frontières, ça doit répondre à la norme. C'est-à-dire que nous faisons face à la concurrence, il faut garantir et la quantité et la qualité voulue par la norme. Ce qui n'est pas le cas chez nous. La production, la productivité est faible. Parce que nous utilisons quoi? La force motrice, l'homme. Alors que les autres utilisent déjà les machines. Il y a le problème des semences. Il y a le problème des maladies. Déjà, au niveau de la production, ça pose beaucoup de problèmes. En ce qui concerne la distribution. Madame, nous avons des sérieux problèmes parce que l'État congolais n'a pas encore cerné l'importance de routes de desserte agricoles. Là où on produit pour arriver dans le centre de consommation. Malgré la réhabilitation de certaines voies déjà. Non, mais la réhabilitation de quelles voies? Parce que nous nous réhabilitons de routes par rapport aux visées politiques, par rapport aux exigences, ou sinon, ce que moi j'appelle les investissements de prestige. On préfère réhabiliter le boulevard, où il n'y a même pas de péage, alors que vers Kikwit, il y a peut-être des gens qui produisent, qui ont des difficultés pour accéder au marché, ce qui veut dire qu'on cherche à résoudre le problème de Kinshasa à partir de Kinshasa. Ça, c'est une erreur. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a l'exode rural. Il y a des gens qui quittent. Parce que là, il se pose des sérieux problèmes. L'évacuation exige à ce que nous préparions, ou sinon nous réhabilitions le voie de desserte agricole. Il n'y a pas que les routes, il y a aussi les rivières. Ça doit être fluide, on doit avoir la possibilité d'évacuer nos produits. Là, ce sont des incitatifs. Ceux qui produisent, même de manière traditionnelle, ont besoin d'évacuer leurs produits. Parce que ces produits-là sont périssables. Il y a aussi un problème de conservation. Déjà, là, ça pose problème. On ne peut pas transformer, c'est difficile de conserver. Effectivement. Ça décourage le producteur. Mais si nous arrivons à systématiser l'économie, c'est-à-dire que nous arrivions à prendre des bonnes décisions au bon moment, eh bien, ça va faire en sorte que nous allons mettre le Congolais en position d'opérer leur croissance économique. Lorsque les Congolais vont chercher de manière individuelle à se créer des richesses, la sommation des richesses individuelles, ça crée les richesses de l'État. Et là, l'État va recourir à la fiscalité pour ponctionner le peu essentiel pour son fonctionnement. Mais fort malheureusement, il y a une cassure, il y a une rupture. Parce que si vous prenez d'ailleurs le problème des secteurs agricoles, madame, nous prenons ici l'agriculture dans son sens usuel, c'est-à-dire que l'agriculture, pêche et élevage. Il y a des filières. Dans l'agriculture, on met sur le marché le produit qui vont servir pour l'industrie. Et de produits tels que l'éthanol, ça vient de nos produits agricoles. Nous en avons besoin pour produire aussi l'amidon, pour la pharmacie. C'est-à-dire que nous pouvons produire beaucoup. Prenons la filière maraîchère, c'est-à-dire l'agriculture maraîchère. Les légumes, aujourd'hui, parmi les solutions que l'on voudrait apporter, il y a aussi des légumes. C'est-à-dire qu'on doit consommer les légumes pour renforcer notre capacité de faire face à la maladie. Nous n'en produisons pas assez. Nous pouvons produire du coton pour produire des tissus. Aujourd'hui, nous utilisons le cache-nez. C'est aussi des dérivés de produits agricoles. On n'en produit pas. Les tissus pour produire les tenues pour le médecin, nous n'en produisons pas. Le cuir pour produire les chaussures, nous n'en produisons pas. Le poisson et les consorts. C'est-à-dire que si nous arrivons à systématiser l'économie, nous allons arriver à résoudre et le problème sanitaire, et le problème social, et le problème économique, mais surtout sécuritaire. Parce que là où l'économie prend de l'ancrage, il n'y a pas d'insécurité. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, dans la partie Est, pourquoi les jeunes sont recrutés dans le groupe armé? C'est justement parce qu'ils n'ont pas d'activité.
L'essentiel pour la classe politique doit être de lutter contre la pauvreté. Parce que c'est la pauvreté, c'est de la pauvreté que découlent tous les autres maux. Et fort malheureusement, il n'y a pas de bonne politique. Fort malheureusement, il n'y en a pas. Cette pauvreté a créé l'exode rural, mais peut-être avec Kinshasa qui se retrouve épicentre de la pandémie de l'heure, après le déconfinement, après le confinement, après cette pandémie, certains se résolveront de retourner chez eux pour peut-être travailler la terre. Et il y a eu aussi beaucoup de citoyens qui ne faisaient rien, mais qui se sont retrouvés dans la capitale. Non, mais exactement. Parce qu'on offre quoi à nos territoires? Rien du tout. Parce que si vous allez là-bas, vous sentez qu'il y a une rupture. L'économie est duale. Vous allez vous rendre compte, madame, que dans notre pays, l'économie est sous-monétarisée. Si vous allez dans nos territoires, dans nos secteurs, dans nos groupements, dans nos chefferies, il y a encore le système de troc. Vous imaginez? C'est-à-dire que nous sommes en retard, même par rapport à la structuration de la pensée, même par rapport au fonctionnement de l'économie. Nous sommes encore dans le troc. L'économie n'est pas monétarisée. Les gens qui vendent, d'ailleurs, je vous informe, je ne sais pas si vous êtes informés, il y a dans d'autres territoires, le marché s'organise hebdomadairement. Une fois la semaine. Oui, parce qu'on ne peut pas acheter tout le temps. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais pire encore, dans certaines frontières, ce n'est pas la monnaie congolaise qui est utilisée. Exactement. Ouais. Ce sont là des faiblesses. Mais si nous arrivons à restructurer, à systématiser l'économie, on va se rendre compte qu'on va avoir un développement harmonieux. Parce que ce qui s'est fait, c'est quoi? Tout l'investissement de l'État est centré essentiellement sur Kinshasa. Kinshasa représente, d'après les estimations, 12 millions d'habitants. Ouais. Sur 80 millions d'habitants. Cela veut dire que Kinshasa n'est pas le centre du Congo. Il y a d'autres coins où vous trouvez des Congolais, mais qui ne bénéficient pas de l'amélioration technologique, où il n'y a pas de téléphone, où il n'y a pas d'hôpitaux, où il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision, madame. C'est-à-dire que nous n'avons pas la même information, nous n'avons pas la même capacité de cerner les enjeux mondiaux. C'est justement parce que les hommes congolais, ou l'élite congolaise, pensent que l'essentiel, c'est de résoudre le problème des Quinois. Mais si vous vous posez la question, quels sont les besoins existentiels ou les besoins essentiels des Congolais, ce n'est pas ce qui se produit à Kinshasa. Les Congolais veulent manger du foufou. Ce sont les provinces qui en produisent. Les Congolais veulent avoir des médicaments. Ces médicaments proviennent de l'agriculture. Ces Congolais veulent être bien sapés. Les tissus et le cuir viennent de l'agriculture. Mais quelle est la place de l'agriculture dans tous les budgets? Alors que nous avons des engagements au niveau international, avec la Convention de Maputo, il fallait mettre à la disposition de l'agriculture 10%. Jusque-là, rien n'a été fait. Mais apparemment, lorsqu'on élabore le budget, mais c'est comme si vous qui avez des idées ou qui travaillez sur le développement, vous ne participez pas ou vous faites fi et vous attendez lorsque ça capotera pour venir discuter. Parce que maintenant, avec la citoyenneté, avec la gestion qui devrait s'élargir même au niveau de la base, en principe, les citoyens aussi pourraient participer. Madame, il y a la participation. Il y a la société civile qui intervient. Il y a l'administration. J'ai eu l'opportunité d'avoir effectué 2 fois le stage au ministère du Plan. Toutes les politiques publiques en matière de développement existent. Mais combien de dirigeants ont le courage de consulter l'administration? Quelle est la place du ministère du Plan? Quelle est la place du ministère de l'Agriculture? Quelle est la place du ministère de Pêche et Élevage? Parce que si vous voyez dans le budget, c'est prévu, il y a une ligne budgétaire prévue pour l'agriculture. Mais c'est dans l'exécution qui pose problème. C'est-à-dire qu'on sait qu'il faut résoudre le problème. Pour résoudre le problème des Congolais, il faut mettre en évidence ou sinon mettre en exergue le besoin du paysan. Mais dans l'exécution, on fait recours à l'importation. C'est-à-dire que nous soutenons les autres économies. Et aujourd'hui que tous les pays sont en confinement ou en quarantaine pratiquement,
on se rend compte que les importations deviennent très difficiles. Et le fait que déjà, il y a une forte demande au niveau international, le prix va hausser. Tout à fait. Et chez nous, ça a une incidence sur le pouvoir d'achat. Toutes choses restant égales par ailleurs, lorsque le prix augmente et que les revenus ne varient pas, il y a baisse des capacités de consommation. C'est-à-dire, on réduit la propension à consommer. Ça met mal à l'aise la population. Mais il y a possibilité de relancer l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, si moi j'étais à la place des décideurs, le premier jour où on avait fermé le frontière, on allait redynamiser l'économie. En quoi faisons? Commençons d'abord par les structures qui existent. Il y a des sociétés qui existent dans le secteur agro-pastoral. Il y a le service national. Parfois, des sociétés qui n'existent que de nom. La réserve stratégique, par exemple, n'existe plus que d'infrastructures. Même on voit de disparition vers l'enseignement. Madame, c'est un impératif. Nous devons produire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes secoués. Ceux qui consomment ce que nous produisons n'en ont pas besoin pour l'instant. La Chine n'a pas besoin de cuivre. Vous voyez? Mais nous avons besoin de manger. Parce que nous avons deux types de marchés. Le marché interne et externe. Notre économie est centrée essentiellement sur comment assouvir le besoin de l'économie externe. Mais sur le plan interne, nous dépendons de l'extérieur. Aujourd'hui, ça vient de mettre à nu nos insuffisances. On doit mettre l'accent sur l'agriculture. Parce que si on relance le secteur agricole, déjà, ça va avoir une incidence sur le prix. Mais apparemment, nous ne sommes pas en train d'aller vers là. Je vais revenir un peu en arrière pour vous demander la lecture que vous êtes faite du secteur de l'économie, de l'agriculture et même des finances pendant cette période. On a plutôt vu des mesures prises par la Banque centrale qui touchaient aussi les finances et tout, mais on n'a pas vu de façon formelle ces ministères qui, en principe, devraient être régaliens par rapport au contexte, par rapport à nos besoins, par rapport à nos priorités, prendre le devant. Non, mais effectivement, parce que nous sommes dans une politique de tâtonnement, une politique d'imprécision. Alors qu'aujourd'hui, pendant la période de crise, parce que nous sommes déjà en récession, pendant la période de crise, on doit prendre des décisions réfléchies. Si la Banque centrale, qui est l'autorité monétaire, qui est le chef ou sinon la régulatrice du système financier du pays, revoit à la baisse son taux directeur, cela sous-entend que l'on voudrait redynamiser l'économie par la récapitalisation ou sinon le renforcement des capacités capitalistiques. Il faut que l'entendement soit le même et que ça porte réellement ses effets. Effectivement, parce que quand la Banque centrale réduit son taux directeur, les banques commerciales viennent pour prendre l'argent. Et donner à qui? Aux industries, aux producteurs. Et fort malheureusement, vous allez vous rendre compte, ce sont les importateurs qui auront tendance à aller vers les banques. Or, parce que là, les producteurs quelque part aussi sont inactifs. Non, mais ils n'ont rien à proposer. Peut-être parce que l'État congolais n'a pas compris l'importance de la production. On est plus dans les échanges, dans le commerce. Nous vendons ce que les autres produisent. Nous sommes une économie de consommation. Alors que nous voulons que l'on redynamise l'économie, que l'on fasse de la maraîchère l'acteur ou l'actrice principale de l'économie. C'est pour elle que l'économie est faite. Et c'est par elle que l'économie doit être faite. Ce n'est pas ce que nous sentons. En réalité, on devait redynamiser l'économie. En quoi faisant? Initier des projets, ou sinon redynamiser des projets de production. Nous avons besoin de maïs. Nous avons démontré ici, il y a possibilité pour 1 million de kilomètres, produire 200 millions de sacs de maïs. Alors que le maïs ne prenne que 3 mois. 3 mois. C'est-à-dire qu'au regard de la qualité de sol, au regard de la variété climatique, on peut en produire 4 fois l'an. C'est-à-dire que nous pouvons produire 200 millions de sacs par saison. Donc on aurait pu commencer lorsque le confinement commençait et peut-être qu'à la sortie avoir nos récoltes. Exactement. Exactement. On pouvait produire le maïs, on pouvait produire les haricots, on pouvait produire les tomates, on pouvait produire les piments, on pouvait produire tous ces éléments-là. Chaque saison culturelle, c'est-à-dire 3 mois, 3 mois, 3 mois, 3 mois. Et pendant une année, on allait atteindre l'autosuffisance alimentaire. Même si nous avons des difficultés, mais au moins que le Congolais ait accès à la nourriture.
Or, aujourd'hui, c'est que nous vivons, c'est quoi? Nous sommes dans une situation stagnante. Nous n'avons pas produit. Et quand on va sortir de la crise, on va maintenant sentir les effets négatifs du coronavirus. Si déjà ça ne se sent pas. Ah, voilà. Voilà pourquoi nous disons qu'on doit repenser l'État. Je crois que les savants qui ont conçu la vision actuelle, c'est-à-dire qui ont refondé l'État aujourd'hui, ont opté pour la décentralisation. Est-ce que nos provinces sont suffisamment associées? Parce qu'apparemment, c'est comme si les décisions se prennent au niveau de la Gombe. L'épicentre de la maladie et l'épicentre de toute la politique. Alors que les provinces devaient être mises en contribution. Tous les gouverneurs ont des projets de relance. Le plan de relance agricole. Il y a les entités territoriales décentralisées telles que les secteurs et les chefferies qui, en principe, doivent aussi avoir ces politiques-là. Si on peut redynamiser l'économie, je prends un exemple simple. Nous avons 145 territoires au Congo. Supposons, par an, si on pouvait donner 10 millions de dollars par an à ces territoires-là, ça fait 1 milliard 450 millions de dollars. Vous imaginez? On peut réhabiliter le route des dessertes agricoles, même avec le système de cantonnage manuel. Même si on n'a pas d'engin, mais on peut utiliser cela. De 1950 à 1970, c'est ce que l'État faisait. Il y avait possibilité de faire 200 km, même 700 km en véhicule, mais par deux voies non asphaltées. C'est-à-dire qu'il y avait un cantonnage manuel qui se faisait. Si on repense l'État, nous pouvons mettre en contribution toutes nos provinces. Et tout le monde allait apporter un plus dans l'économie. Parce que ce qui est vrai, la croissance économique résulte de la sommation des valeurs ajoutées. S'il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y a pas richesse. S'il n'y a pas richesse, il y a pauvreté. Or, pendant que nous retardons l'économie, il y a un autre facteur qui s'accroît et qui ne dépend pas de nos humeurs, c'est-à-dire la croissance démographique. Nous avons un taux de croissance estimé pratiquement à 3%. Ça veut dire manque de planification familiale. Il y a plus de 2 millions 700 000 personnes qui naissent chaque année. 2 millions 700 000 personnes qui s'ajoutent dans la demande. Et fort malheureusement, la production ne suit pas. C'est-à-dire, nous pensons qu'il y a possibilité de redynamiser l'économie, de faire les choses autrement, mais il faut fixer d'abord l'esprit. L'essentiel pour nous, c'est quoi? Lorsqu'on est devant une situation, pour résoudre le problème, on se pose la question, qu'avons-nous en main? Nous avons un potentiel agricole. Mettons-le en valeur. Ne cherchons pas à inventer l'économie autrement. Pour moi, le ministère aujourd'hui, le plus important pour l'État congolais, ce sont le ministère de pêche, l'agriculture, pêche et élevage. C'est ce ministère qui va créer l'économie. Qui va créer l'économie, qui va créer l'industrie, qui va créer la sécurité, qui va créer le commerce extérieur. Même la présidence. Qui va tout créer. Parce que lorsque vous avez la possibilité de créer, de produire, l'avantage que nous avons plus de 9000 km linéaires de frontières, avec 9 pays voisins qui n'ont pas le même atout que nous sur le plan agricole. Nous avons l'Afrique qui a plus de 50 États, qui peut aussi avoir besoin de ce que nous produisons. Nous avons le reste du monde qui peuvent produire. Madame, vous pouvez vous imaginer, il y a des pays qui sont reconnus comme des pays désertiques, mais qui nous envoient ici des sardines, qui nous envoient ici des oranges ou des jus. Qu'est-ce que nous faisons de ce qu'il y a? Voilà pourquoi nous voulons insister. La meilleure manière de lutter contre l'insécurité, c'est de mettre la jeunesse en position d'opérer sa croissance. Un jeune qui a une activité qui paye n'aura pas le temps d'être recruté par l'armée ou par les groupes armés. Il va plus mettre l'accent sur la production, il va chercher à s'enrichir. En cherchant à s'enrichir, il crée la richesse pour le pays, parce que quand on parle de produit intérieur brut, c'est la sommation de production. Fort malheureusement, ici chez nous, on est plus centré sur les individus, sur le cosmétique. Et fort malheureusement, plus de 70% de la population vit en deçà de 2%, de seuil de 2%.
2 dollars, pardon. 2 dollars. 2 dollars. Vous vous imaginez? Alors que les gens qui viennent chez nous s'enrichissent. Mais nous créons de pauvres. Matata Pognon, en ce qui le concerne, en tant qu'économiste, avait demandé à ce qu'on puisse resserrer un peu du côté de l'État. La Banque centrale a aussi plaidé, orienté vers la qualité de dépenses publiques pour réduire suffisamment, mais ces dispositions apparemment ne sont pas prises. Qu'allons-nous advenir? Comment on va faire? Madame, l'État congolais n'a pas de problème d'argent en tant que tel. L'État congolais a un problème d'homme, un problème d'organisation. L'irrationalité, madame. L'irrationalité. Parce que si vous prenez déjà par rapport à la structure du budget, près de 60% va où? Dans le fonctionnement des institutions. Ça, ce sont des choix contradictoires. Parce qu'il n'y a que l'investissement qui crée la richesse. On n'investit pas assez. Et si vous prenez en termes de charges publiques, l'institution président de la République a combien de personnel? Le personnel est déjà pléthore. Cela sous-entend qu'il y a augmentation des charges publiques. Vous prenez en termes de l'institution au gouvernement, la même chose. Vous prenez le Parlement, qui est bicaméral, vous avez l'Assemblée nationale et le Sénat, et leurs dépendants. Il y a une administration, tout député a un assistant. Le membre de bureau ont des cabinets. Ce qui veut dire que vous trouvez, sur le 100% du budget, plus de 60% va que pour permettre à ceux qui vont mobiliser le moyen le fassent. Et ça reste, nous restons avec moins de 40%. Mais même sur les 40%, là, il y a des dépassements budgétaires. Oui, tout à fait. Alors, il y a des détournements. Votre dernier mot pour que après le confinement ne soit pas égal à avant le confinement ou à tout le temps. Pour moi, je crois que c'est le temps de mettre l'accent sur la réflexion. On doit pondre de bonnes idées. On doit arriver à systématiser l'économie. On doit mettre l'accent sur la capacité productrice de la population. On doit faire en sorte que l'État soit plus structuré, plus organisé, pour que nous arrivions non seulement à résoudre le problème de Covid aujourd'hui, mais de faire en sorte que prochainement, que nous ne tombions pas dans la même tentation, comme pouvait le dire la Bible. Parce que ce qui est vrai, nous aurons toujours des cas, des maladies. Parce que nous sommes dans un espace propice pour ces genres de maladies. On a connu 10 cas d'Ebola, il y a d'autres maladies qui vont surgir, mais ce qui est important, quelle est notre capacité de riposte? Je propose que l'on revoie la cartographie des zones de santé. Il faut avoir des laboratoires spécialisés dans des zones spécifiques. En dehors de Kinshasa, on ne doit pas laisser l'INRB avoir le monopole. Il faut avoir d'autres centres dans d'autres coins du pays. On doit commencer déjà à anticiper sur les autres maladies et produire des vaccins. Nous pouvons en vendre. Il faut arriver à redynamiser l'économie en mettant l'accent sur la décentralisation. Permettre à ce que les provinces entrent en musique, que toutes les provinces arrivent à apporter leur pierre dans l'édifice. Nous devons arriver à sensibiliser la population et à faire en sorte que la répartition soit équitable. On doit réduire les charges publiques. Il faut réduire les charges publiques. Comme ça, on va dégager des revenus qui vont nous permettre non seulement de faire face aux problèmes sanitaires, mais aussi à redynamiser l'économie. Il suffit seulement de rationaliser la gestion et on va se rendre compte que c'est possible. Parce que ça fait déjà 60 ans que nous existons en tant qu'État indépendant, mais fort malheureusement, il n'y a pas d'évolution. C'est quand même surprenant de voir qu'aujourd'hui, il y a des coins où pour trouver de l'aspirine, il faut attendre une semaine. C'est quand même décevant. Allez, Bolonjoa, merci. C'est moi qui vous remercie. C'est ici que nous mettons un stop à ce stop Covid. Continuez à prendre soin de vous et à très vite. Au revoir.